Adi Walter, bonjour et bienvenue sur Academ. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet brûlant d'actualité, l'Ukraine donc, et plus particulièrement les Juifs qui vivent dans ce pays, dans la tourmente. Vous allez nous dire qui vous êtes bien sûr, mais d'ores et déjà ce que nous savons de vous, c'est que vous connaissez bien l'Ukraine et en particulier sa communauté juive. Vous avez ces dernières années effectué beaucoup d'allers-retours entre la France et ce pays, vous nous direz pour quelles raisons. Mais pour commencer, et avant de nous expliquer ce qui vous a mené à ce pays, quels sentiments éprouvez-vous à la vue des événements tragiques dont ce pays est le théâtre? Je précise que j'ai une carte de résident ukrainien, je suis résident de ce pays, donc j'ai aussi une forme d'attachement, j'allais dire, presque citoyenne finalement maintenant à ce pays-là. Donc ce que j'éprouve pour avoir côtoyé les Ukrainiens et en particulier les Juifs ukrainiens, c'est comme eux je pense de la sidération. Donc c'est exactement le même, moi j'étais à Kiev il y a encore 3 semaines, un mois. Où je terminais la post-production de mon film, c'était inimaginable d'envisager une guerre de ces proportions-là, puisque la guerre était quand même dans l'esprit des gens. Il y a déjà plusieurs mois maintenant, et si je reviens en arrière, 1 an auparavant, il y avait déjà des mouvements de masse de troupes aux frontières, donc les gens étaient quand même inquiets, mais mon sentiment c'est celui de la sidération, et quand on n'est pas sur place, c'est difficile, ne serait-ce que par pudeur, de parler à la place des gens. Je suis évidemment très ému quand je pense à eux et très triste. Alors, on va y revenir, mais parlez-nous de votre parcours et du projet sur lequel vous travaillez depuis quelques années maintenant, je crois 3 ans, oui, sur l'Ukraine. Oui, j'ai tourné un film en Ukraine à partir du printemps 2021, mais avec le temps de préparation, j'ai été en Ukraine presque 3 ans en aller-retour et presque 1 an et demi sur place. Donc c'est un film en yiddish, enfin tourné en plan séquence, en noir et blanc et en yiddish, qui se passe dans un shtetl. Qui va s'appeler comment, le film ? Le film va s'appeler Shtetl, voilà, mais sans E, en hommage à Georges Perec et à sa disparition. Donc, le film se passe 24 heures avant l'opération Barbarossa. Donc c'est les 24 dernières heures de la vie d'un shtetl, 24 heures avant l'opération Barbarossa, donc les gens ne sachant évidemment pas ce qui allait leur arriver, puisque c'était une opération surprise de l'Allemagne nazie, donc évidemment... Voilà, voilà le projet et l'histoire de ce film. Qu'on a tourné en Ukraine, je précise, à 1 heure de Kiev, donc un tout petit peu à l'extérieur, sur les bords de ce qu'on appelle la mer de Kiev. Voilà. Ukraine, donc vous êtes revenu de ce pays il y a peu de temps, hein ? Oui. D'accord, donc voilà. Juste avant il y a 1 mois. les événements. On a terminé la post-production du film il y a 1 mois pile. Voilà. Alors, il y a certains éléments concernant l'Ukraine et les Juifs qui sont particulièrement troublants. Depuis 2001, la population juive d'Ukraine ne cesse de diminuer. Elle est estimée, je crois à cette époque, à 140 000 personnes en 2001. Aujourd'hui, il ne serait plus que 71 500, c'est les chiffres que j'ai trouvés, ce qui fait d'eux la 11e communauté juive dans le monde. L'un de ces juifs, de cette communauté, donc, n'est autre que l'actuel président, Volodymyr Zelensky. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, des milliers de chassidim accourent à Ouman, donc en Ukraine, pour prier sur la tombe de Rabbi Nachman de Bratslav, aux alentours des fêtes de Tishri. Alors, quelle est cette relation si particulière que le peuple juif entretient avec ce pays depuis des siècles ? Et puis, évidemment, on est obligé de mentionner les massacres de juifs par les nazis et leurs collaborateurs ukrainiens durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est plus la même Ukraine. Vous avez mentionné le fait qu'effectivement, le président aujourd'hui, Zelensky, est effectivement juif. Il y a eu une époque où le Premier ministre également était d'origine juive. Donc, moi, à titre personnel, j'ai peu remarqué ou constaté l'antisémitisme sur place, en tout cas pas plus qu'en France, ça c'est certain. Mais je ne peux pas non plus parler de toutes les régions, tous les endroits en Ukraine. Je parle de Kiev et dans un milieu protégé qui est celui du cinéma. Donc je suis très prudent quant à cette assertion-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que de tous les juifs ukrainiens que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré des centaines, il y a un véritable attachement de ces juifs ukrainiens à l'Ukraine, qui est d'ailleurs
perceptible dans le rôle et la stature qu'est en train de prendre le président aujourd'hui, et d'ailleurs dans son parcours politique lui-même, hein, puisque il n'a jamais caché ses origines, il les a toujours affirmées, ça n'a pas été un frein à son élection, au contraire, il a été élu avec une très forte majorité de voix, donc ça c'est un élément pour dire que l'Ukraine n'est plus la même aujourd'hui. Ensuite, le chiffre que vous avez donné, il est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que c'est très compliqué de savoir combien il y a de juifs en Ukraine. C'est compliqué parce que c'est des juifs hérités, c'est-à-dire ce sont des juifs dont l'identité est souvent héritée aussi de l'époque soviétique. Donc il y a des gens qui ne mettent pas en avant leur origine ou leur identité, il y a des gens qui la redécouvrent, il y a des gens qui, selon les lois du retour en Israël, vont tout d'un coup émigrer en Israël, qui a un grand-père, qui a une grand-mère, donc il y a aussi toute une vie riche aussi au niveau de la redécouverte des origines et de l'identité. Justement, on va revenir à Israël, mais parlez-nous des Juifs ukrainiens. Comment vivent-ils? Comment vivent-ils leurs traditions? Est-ce qu'ils sont plutôt traditionnalistes, plutôt assimilés? C'est très compliqué de répondre à cette question. Je peux vous dire ce que moi j'ai vu. Il y a un courant Lubavitch fort, en particulier la grande synagogue de Kiev, qui est la synagogue Brodsky, qui est une synagogue entre guillemets tenue par le mouvement Lubavitch. Mais quand vous allez y aller, vous allez voir des gens qui, comme le Shabbat en France, dans beaucoup de synagogues consistoriales, ressemblent aux juifs français, c'est-à-dire au sens, vous ne verrez pas d'habillement particulier. Ou voilà, il y a après évidemment je fais allusion au chassidim, hein, il y a des synagogues chassidiques hein, qui sont j'allais dire plus affirmées à ce niveau-là. Il y a tout un certain nombre en fait, tous les courants du judaïsme presque sont représentés en Ukraine. Il y a un point certain du racidisme, mais il y a aussi des Américains qui ont créé des synagogues au moment de la chute de l'URSS. Il y a des Anglais, il y a des synagogues de type vraiment, encore une fois, consistoriel. Moi-même, je fréquentais une synagogue qui s'appelle la synagogue Or HaChaim, qui est une synagogue tenue par des Hasidim, des Karlins, donc une dynastie hassidique bien connue. Karlin Stolin, mais c'est la synagogue kievienne ou kievite, et donc les gens qui y vont ressemblent à vous et moi. Il n'y a pas donc après, encore une fois, je le redis, tous ceux que j'ai rencontrés ont un attachement certain au pays où ils vivent. Ça, c'est indéniable. Ça m'a frappé d'ailleurs. Après, l'histoire de l'antisémitisme en Ukraine, elle est l'objet de beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de manipulations aussi politiques. Il y a évidemment des mouvements d'extrême droite en Ukraine qui prétendent que, oui, ben non, bien sûr, les leaders nationalistes ukrainiens n'étaient pas antisémites. Évidemment, c'est faux. Et donc, il faut être très, très précautionneux sur ce type de sujet. Quelle est la place de la communauté juive dans la vie politique ukrainienne, et notamment quelle fut sa place dans ce qui s'est passé à Maïdan, donc le processus démocratique? Alors ça, c'est un point très important, en particulier qui recoupe la question de l'attachement des Juifs aujourd'hui en Ukraine à leur pays et à la société. La vague pro-européenne hein, qui a été celle de l'époque, entre guillemets, Maïdan, a été aussi, je pense, perçue et vécue par les Juifs d'Ukraine comme un appel d'air, en fait. C'est-à-dire quelque chose, il y a eu un souffle là politique qui, je pense, a fait beaucoup de bien aux Juifs d'Ukraine, parce que tout d'un coup, on parle beaucoup de nationalisme ukrainien, on a beaucoup parlé de ça, on l'entendait en tout cas beaucoup à une époque, mais c'est vrai qu'une Ukraine se tournant vers l'Europe et en particulier vers l'Union européenne, ça n'a pas du tout la même signification, et que du coup ce nationalisme-là, connu pour son antisémitisme, connu pour ses exactions historiquement, devenait un nationalisme en fait démocratique d'une certaine manière, c'est-à-dire qui, se détachant de l'influence traditionnelle russe, se tournait vers l'Union européenne, ce qui est quand même, et donc il y a eu une implication forte des communautés, en tout cas de juifs ukrainiens et de communautés en Ukraine dans le processus de Maïdan, c'est-à-dire y compris dans la révolution. Si vous regardez le documentaire sur Netflix que je recommande vraiment aux gens qui regardent Academ de regarder, parce qu'il explique beaucoup de choses, qui s'appelle Winter on Fire, donc sur Netflix, qui retrace la révolution de Maïdan filmée par les téléphones portables des gens. Donc en plus ça, c'est assez
fascinant à regarder. Il y a un personnage qui s'appelle Nathan, que j'ai personnellement rencontré, qui fait partie de la synagogue Lubavitch, la grande synagogue de Kiev qui s'appelle la synagogue Brodsky, que j'ai rencontré, qui a été un militant extrêmement important et médiatisé aussi de la révolution à Maïdan, qui a été en première ligne, qui a été quelqu'un qui s'est battu vraiment qui s'est battu quasi au corps à corps avec ses troupes contre les Berkouts, qui étaient la police anti-émeute, qui a ensuite intégré l'armée ukrainienne et qui est devenu officier de l'armée ukrainienne. Moi, j'ai rencontré à l'office de Shabbat à Brodsky. Donc ces gens-là sont aussi, ces figures-là sont aussi l'expression de quelque chose qui a été pas seulement un frémissement, mais aussi vraiment une implication tout d'un coup beaucoup plus visible et beaucoup plus sensible des Juifs dans la vie politique et dans la révolution ukrainienne dont on vit en fait aujourd'hui le contre-coup. Hein. C'est-à-dire que c'est une révolution qui n'a jamais été acceptée évidemment par le Kremlin. Voilà. Donc, et ça c'est très important de le comprendre parce que cette implication des Juifs dans Maïdan a été aussi en tout cas une démonstration de leur attachement à ce pays qui est réel. Je le redis encore une fois parce que c'est quelque chose que moi j'ai ressenti assez fortement. Ce qui n'élude en rien tous les autres problèmes qui existent. Sociaux, politiques, celui de l'antisémitisme, tout ça peut coexister en fait. Il y a de l'antisémitisme en France, on peut aimer la France. Donc c'est pas antithétique. Le gros de la communauté se trouve à Kiev, c'est ça? Le gros de la communauté se trouve à Kiev. Il y a une communauté importante à Dnipro aussi, dans le centre du pays, qui est très chère au cœur des Lubavitch parce que le père du rabbi de Lubavitch était le rabbin de Dnipro. Moi, j'ai rencontré personnellement le rabbin de Dnipro aujourd'hui, qui est un Lubavitch. Donc, c'est un autre centre communautaire. Et puis, bien sûr, il y a Odessa. Odessa, qui est la ville où il y a le plus de Juifs aujourd'hui en Ukraine. Je pense, je dirais 40 à 50 000 personnes probablement, russophones. D'ailleurs, les Juifs d'Ukraine sont très majoritairement russophones, même si ça tend un petit peu à changer, puisque quand ils scolarisent évidemment leurs enfants, aujourd'hui, je crois depuis 2006, mais je ne veux pas dire de bêtises, non, depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, la langue imposée dans les écoles est la langue ukrainienne. Donc ça a tendance à changer. En général, ils sont parfaitement bilingues. Et les Juifs mettent leurs enfants dans des écoles juives ou dans des écoles du système éducatif ukrainien? Je connais les deux. En majorité, je connais les deux. Voilà, je connais les deux cas de figure. Et comment dire, ils se fondent dans la masse ou alors ils sont, je veux dire, ils sont bruyants, est-ce qu'il y a une vie juive vraiment active en Ukraine, en tout cas visible, je ne sais pas, dans les médias, sur les télévisions? Alors ça, je ne sais pas parce que je ne regardais pas la télévision ukrainienne, donc je ne peux pas vous dire. En revanche, il y a une vie juive, par exemple à Kiev, il y a chaque printemps une fête des minorités ou une fête des quartiers. Toutes les communautés qui constituent la vie de Kiev, la société civile ou la vie, j'allais dire, communautaire, toutes les communautés sont représentées. Les Juifs y ont une part importante, comme d'autres minorités, puisqu'il y a plein de minorités en Ukraine. Les synagogues sont... Les Shabbatot, vous allez le Shabbat matin, il y a relativement beaucoup de monde dans les synagogues, donc ça peut répondre à votre question. Ouais. C'est une vie religieuse relativement intense quand même, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de minyan, il y a du monde. Et puis elle est très diverse. Il y a une autre chose aussi, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'avais l'idée que on m'avait beaucoup averti sur le fait tu verras, c'est compliqué. Les communautés juives sont très concurrentes les unes des autres, elles sont assez hostiles parfois, parce qu'évidemment ça a recoupé aussi les problématiques politiques. Donc ceux qui sont pro-russes, ceux qui sont pro-ukrainiens, etc. Donc, quand je suis arrivé là-bas, en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, même les chassidim là-bas à Kiev, entretiennent des bonnes relations avec le mouvement Massorti, par exemple. Ce qui est vraiment pas le cas dans beaucoup d'endroits. Donc finalement, ils sont assez unifiés, et la vie est religieuse, culturelle, et de ce que moi j'ai vécu, assez intense. Et vous parliez d'Israël, est-ce que la communauté a la fibre sioniste, enfin une partie d'entre elles? Est-ce qu'ils sont plus enclins à monter en Israël ou à aller aux États-Unis? Parce que c'est souvent ça dépend de qui vous parlez. Il y a des chassidim qui viennent en Ukraine pour justement ne pas vivre en Israël. Donc, pour ne pas vivre en Israël. Bien sûr, il y a des gens qui viennent.
qui viennent en Ukraine, il y a certaines franges, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, j'imagine, enfin chez l'Acadème, mais il y a des franges du mouvement racidique qui sont très antisionistes. Hein. Les Minato Karta, les Satmar, oui. Oui, mais pas que. Oui, Il y en a d'autres dans d'autres courants moins radicaux, moins connus, moins médiatisés, et ils se retrouvent en Ukraine où ils ont tendance à s'installer, y compris quand ils sont de nationalité israélienne. Après, le sentiment général des gens vis-à-vis d'Israël est positif, c'est-à-dire que évidemment les Juifs ukrainiens, dans leur grande majorité, ont un attachement fort et particulier à l'État d'Israël, puisque en général ils y ont beaucoup de familles. Donc c'est rare que personne n'ait de famille en Israël. Donc il y a souvent un cousin, un frère, une sœur. Enfin c'est très rare qu'il y ait aucun lien. C'est rare. Alors, toujours en rapport avec Israël, Israël s'est montré pour le moment embarrassé face à l'offensive russe. Son ministre des Affaires étrangères, donc Yair Lapid, a exprimé à sa manière cette problématique en parlant des liens anciens, profonds et proches qui unissent à la fois son pays, donc Israël, à la Russie et à l'Ukraine, Ouais. aux deux pays en même temps. Ces deux pays étant, pour les Israéliens en tout cas, un vivier d'Aliyah. Pensez-vous qu'il y a un risque pour cette communauté dans le contexte du conflit auquel on assiste en ce moment? Vous voulez dire un risque physique sur les Un risque physique populations pour la population, ouais. Je ne pense pas spécifiquement sur la population juive. Je pense que la population juive aujourd'hui n'est pas spécialement visée par le conflit. Elle va malheureusement être prise dans le conflit lui-même et le flot et de réfugiés et de départs et tous les drames qui évidemment se succèdent quand on est dans une situation de guerre. Pour remonter, vous parlez de liens, enfin c'est Yair Lapid qui dit ça, c'est-à-dire les liens profonds et anciens, qui recoupent un peu la question que vous posiez avant. Les liens, ils sont évidemment profonds et anciens. Enfin, l'Ukraine, c'était la zone de résidence, hein, donc c'était ce qu'on appelait en anglais the Pale. Donc en fait, quasiment tous les juifs du monde, ashkénazes, ayant des origines à l'Est, ont une origine quelque part ou un lien avec l'Ukraine. Pour les Hassidim, c'est encore plus clair, puisque que ce soit le Baal Shem Tov, évidemment, est né en Ukraine, Nachman, bon, évidemment, les Breslev, etc. Donc, il y a des liens qui sont multiples. Il y a Sholem Aleichem aussi, bien sûr. Tout le théâtre yiddish est né, enfin, en tout cas, dans sa composante la plus connue ou la plus moderne, est né en Ukraine. Les liens sont infinis. Et enfin, je lisais encore il n'y a pas très longtemps des romans de Aaron Appelfeld. Je veux dire, c'est lui qui en parle le mieux, il en parlerait mieux que moi. Malheureusement, il est décédé, mais je veux dire, il n'a travaillé quasiment que sur ça. Tous ses romans sont sur ça, c'est-à-dire sur cette interpénétration, pardon, à la fois riche, intelligente et en même temps douloureuse et tragique. C'est-à-dire, c'est des liens qui sont faits d'amour, de haine. Et surtout de frottement culturel permanent. Donc évidemment, il a raison, Yair Lapid, quand il dit ça. Et quel avenir vous voyez pour cette communauté en Ukraine? Alors je suis pas devin, j'aurais du mal à répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est une communauté qui avait un avenir, parce que c'était une communauté, encore une fois, vivante et très intégrée dans l'espace public, politique et sociétal. Ça me fait beaucoup de peine de penser à ça en vérité, parce qu'on les voyait quand même plein d'allants, plein d'entrain, J'ai toujours pensé que c'était très important qu'il y ait une présence juive forte en diaspora et en Ukraine évidemment aussi. Donc ça serait aussi triste que tous ces gens-là quittent l'Ukraine. Ça serait triste historiquement. Ça serait non pas que je sois évidemment contre la volonté des gens d'aller en Israël, pas du tout. Hein, mais néanmoins il y avait une vie très ancrée et très contemporaine. Donc c'est évidemment tragique que les gens partent. C'est toujours tragique de toute façon. Donc, Au moment où nous faisons cette interview, il y a des avions qui sont en route pour Israël, hein, qui viennent d'Ukraine, des avions israéliens qui amènent des réfugiés juifs ukrainiens vers Israël. Oui, je tiens à préciser aussi qu'il y a des avions dans les deux sens, puisque je venais de voir que Israël envoyait des équipes assez importantes de médecins. Ah oui, ça c'est autre chose, bien sûr. Non, mais donc ils se croisent dans le ciel. Donc, ils se croisent dans le ciel, mais pas pour le même objectif. Mais pour les mêmes raisons. Alors, quelle est la position des Juifs aujourd'hui en Ukraine? Est-ce qu'ils sont plutôt enclins à rester? Ils sont dans l'attentisme, ou ils sont comme le flot des réfugiés qu'on voit affluer vers la Pologne notamment?
en train de fuir. Alors moi, je suis en contact avec beaucoup de juifs en Ukraine actuellement, dont des gens très proches de mes équipes ou pas d'ailleurs, des communautés que j'ai fréquentées. La majorité d'entre eux sont en Ukraine. Il se trouve que la communauté m'a sorti, que je connais assez bien, ceux-là sont à l'ouest, ont quitté Kiev et sont à l'ouest de l'Ukraine. Maintenant, la majorité des gens vivent en Ukraine, ont leurs appartements en Ukraine, ont leurs affaires en Ukraine. Je pense qu'ils n'imaginent absolument pas leur vie ailleurs qu'en Ukraine. Adi Walter, merci. Merci. Votre film sortira donc bientôt sur les écrans en yiddish, donc, Voilà. d'après ce que vous nous avez dit. Voilà. Et, à quelle période? Je ne peux pas vous le dire parce que okay. ça dépendra du premier festival dans lequel on est sélectionné. Voilà, donc,